Et on reste à Shanghai, on quitte l'UFC Institute pour les Road to UFC pour passer au Shanghai Indoor Stadium pour cet événement du Fight Night Walker contre Zhang. Très bonne carte, alors beaucoup moins de combattants chinois que ce que je croyais, mais il y en a bien sûr. Tous les combats ne présentent pas un combattant chinois. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. Je vais faire une petite preview donc, de toute cette carte. Prédiction en général pour chaque combat, j'ai quelques prédictions. Donc pour ce premier combat, on retrouverait Nurgozai, qui vient de perdre son 0 contre Branson Ribeiro. Et donc à 10-1 en carrière, il est gaucher. Et c'était une prestation un peu décevante de mon côté parce que il a montré des choses dans son combat contre Conor Series qui étaient intéressantes, qu'on n'a pas forcément retrouvé là. Alors ce qu'on a retrouvé, c'est qu'effectivement il y a toujours ce tic de se toucher le visage toutes les 2 secondes. Je pensais que c'était juste le jour des Contender Series où il avait un souci. Non, en fait c'est vraiment un tic qu'il a pour tous ses combats. Il envoie donc pas mal de kicks de toutes sortes. Donc ça c'est resté, ça c'est très bien. Par contre au niveau des contres et des esquives notamment debout, ça s'est beaucoup moins bien passé. Il restait sur des bounce back en ligne, ce qui a posé problème, notamment un moment où il voulait contrer derrière, sauf que on l'a bien vu déjà, ce point faible qu'il avait au Contender Series de se faire assaillir. C'est ce que faisait un peu Branson Ribeiro, il se jetait un peu beaucoup en avant, ce qui pourrait paraître comme une erreur, mais c'était quand même une faiblesse du côté Nurgozai de pas savoir gérer ce genre de combattant en face, ce genre d'agression, et il en a profité pour le mettre knockdown du coup Ribeiro là-dessus au moment où il envoie son 1-2, bounce back de Nurgozai, derrière il envoie encore un autre 1-2 en se jetant bien en avant, ça met knockdown Nurgozai. Donc là où je me voyais dans ce combat contre Branson Ribeiro avec un Nurgozai qui aurait pu avoir un avantage debout et des questions au sol, parce que certes il y a une bonne défense en lutte, une bonne défense en grappling Nurgozai, mais à savoir voilà ce que ça pourrait donner contre un Branson Ribeiro qui lui aussi se défend très bien, mais qui peut être une plus grande menace au sol. S'il perd debout, de toute façon, on sentait qu'au premier round, il y avait déjà beaucoup plus du volume du côté de Ribeiro, qui jouait son jeu à distance de kick, le jeu de Nurgozai, en envoyant des kicks, mais en envoyant plus, même si ça touchait pas forcément, il y a beaucoup de déchets. En tout cas, il est proposé du jeu. Nurgozai, qui était dans une posture de contreur, malheureusement, sans ses esquives et ses pas de côté, il restait plus grand chose, donc ça pose problème. Ribeiro, qui avait une très bonne lecture de Nurgozai d'ailleurs, sauf qu'à ce deuxième round, j'ai pas compris pourquoi Nurgozai va initier la lutte. Alors il le fait très bien, par contre ça il faut le dire, sachant que Ribeiro en face a tendance à bien se défendre. Là, il arrive à l'amener au sol. À la relevée de Ribeiro, il y a excellent travail où il balaye la jambe d'appui au bon moment, bien timé comme il faut pour maintenir Ribeiro au sol. Et c'est là l'erreur, le misplay de Nurgozai, où on a donc Ribeiro qui va essayer de retirer la prise de Nurgozai autour de sa taille. On lui attrape par une main. Menace de Kimura qui normalement oblige l'adversaire qui était à l'offensive de se réajuster, de se repositionner. La menace de Kimura normalement ne va pas jusqu'au bout, c'est juste pour repousser l'adversaire. Là, Nurgozai n'en tient pas rigueur. Il se dit je continue, sauf que ça se déroule en quelques secondes, ça peut aller très vite si on n'en tient pas compte. Gros misplay de sa part, en plus roulade en avant où il est complètement bloqué derrière, il tape. Question sur le Fight IQ, question du pourquoi debout il a perdu pas mal de ses points forts. Donc à savoir ce que ça va donner là dans ce combat. Alors le Kazakh sera ici opposé à un Kirghiz. Le voilà, c'est Louran Satibaliev qui revient cette fois-ci dans sa vraie caté de poids. Parce que bon, quand il arrive à l'UFC, il était champion light heavyweight à la LFA. Il a pris le short notice pour donner le combat à Budé. Il a su lui tenir tête, malgré qu'on voit quand même qu'il y a une différence de poids entre les deux dans tout le combat. Différence de puissance. Beaucoup de travail sur les 1-2. Donc ce qui va poser problème là à Nurgozai, ça va être un petit peu les stop kicks parce qu'il en envoie un peu. On sait que Ribeiro en a envoyé, ça posait problème à Diar. Mais surtout, ces longues combinaisons. Alors quand Satibaliev envoie les combinaisons, il les rallonge. Et ça, comme on l'a dit déjà juste avant, Nurgozai il va avoir du mal. Il va avoir du mal surtout s'il continue avec juste des bounce back derrière et pas de côté. Ça va être problématique. À côté de ça, Satibaliev, il a des ratés. C'est beaucoup de déchets dans ses crochets, aussi dans ses kicks. D'ailleurs, en parlant de kicks, gros problème pour les calf kicks là. Satibaliev va souffrir des calf kicks et les kicks en général de Nurgozai. Il est un peu répétitif, Satibaliev, on voit qu'il n'y a pas grand chose. L'avantage debout sera, à mon avis, sur Nurgozai s'il est sous un bon jour. Si nous on fait le même combat contre Ribeiro, ça risque d'être un peu plus serré.
Je vois quand même un avantage pour Nurgozai. À savoir si cette fois-ci aussi, Satybaliev sera pas un peu mieux préparé aussi au combat. Il aura le temps normalement de se préparer, même si j'ai l'impression que ce combat est annoncé un peu tardivement. Donc je sais pas si c'était pour remplir la carte. Donc à voir. Après, Satybaliev envoie beaucoup de volume, mais c'est là où il s'expose aussi au jeu en contre de Nurgozai. À voir. Donc pour la suite, quelques réminiscences des Road to UFC des années passées, puisque d'un côté, on va voir Xiao Long qui a échoué pour la saison 2 en finale. Et là, il va affronter Yu Su-young qui lui a réussi la saison 3. Donc lui, il a remporté son contrat. Mais alors pourquoi Xiao Long est à l'UFC s'il a perdu? Eh bien parce qu'il a réussi à avoir un short notice justement à Macao le jour même où Yu Su-young faisait sa finale à lui. Il a eu son petit short notice, son petit contrat pour donner un combat à Kwang Lee. Kwang Lee qui était prometteur parce que lui aussi avait eu un short notice pour entrer à l'UFC en affrontant Chris Gutierrez, à qui il a tenu tête jusqu'à la fin, parce qu'il a été jusqu'à la décision. Et malheureusement, Kwang Lee qui a fait une contre-performance contre Xiao Long ce soir-là à Macao, et qui va donc donner les honneurs à Long Xiao. Alors que Long Xiao était pas dégueulasse dans sa finale, même s'il a perdu à World UFC, donc lui c'était la saison 2, comme je l'ai dit. Saison 3, donc Yu Su-young, vous le saviez, c'était après les demi-finales, j'avais une chouchoute, c'était Chiming, et ensuite en deuxième j'avais Yu Su-young, et il s'avère qu'effectivement, lors des finales, on a vu aussi la révélation Choi. Donc voilà, donc Yu Su-young qui a confirmé beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que de deux côtés, Long Xiao et Yu Su-young ont déjà eu un combat officiel à l'UFC depuis. Yu Su-young, lui, c'était contre Eiji Cunningham, on va y revenir, et donc, comme je l'ai dit, c'était Kwang Lee, du côté de Long Xiao. Ce serait un peu particulier si Long Xiao, qui avait échoué à avoir son contrat par les Road to UFC, battait Yu Su-young, qui lui a fait ses preuves, avait remporté tous ses combats pendant tout le tournoi, puis ensuite il a battu Eiji Cunningham, et que là, bon, il perd contre Long Xiao, ça serait un peu difficile à avaler comme pilule, mais bon, ça peut arriver. Yu Su-young, il a une bonne lecture de son adversaire, on va dire surtout qu'il est attentif et est toujours focus sur son adversaire, il bouge beaucoup de très beaux mouvements. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi un bon footwork complet, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette gestion des distances, et il sait très bien trouver les timings très opportunistes lorsque la distance n'est pas bonne du côté de son adversaire pour le punir là-dessus, pour savoir quelle frappe envoyer, il maîtrise une bonne maîtrise là-dessus. Ensuite, ce que j'apprécie beaucoup, et ça vous le savez, c'est les esquives, il a d'excellentes esquives, dans Slip and Counter, il fait même des feint cancel, c'est vraiment un combattant très slick. Et en plus de ça, il a un arsenal très varié debout. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va pas forcément dévoiler tout son jeu et toute la variété, tout son arsenal directement. Des fois, ça peut, au deuxième round, on va avoir d'autres frappes, d'autres façons de combattre. Et ensuite, au troisième round, encore d'autres choses de son arsenal qui vont apparaître. On va voir donc en demi-finale, ça s'était surtout articulé, son jeu s'est surtout articulé au début autour de son jab, ça ne s'est pas vu dans ses combats suivants. Voilà, il va travailler des fois sur d'autres choses, notamment donc plutôt sur son bras arrière, et ce qui est marrant dans son jeu, c'est qu'il switch beaucoup, comme il switch tout le temps, c'est pas forcément son bras arrière, ça passe forcément son droit, ça peut être aussi son gauche, donc il envoie, alors parfois c'est de manière un peu malheureuse, mais voilà. Ceci dit, on va voir de tout. Au niveau de ses kicks, au niveau de ses frappes, il peut frapper par en dessous, par au-dessus. Il va envoyer donc des high kicks, des fois de manière très vive, comme je l'ai dit, dès qu'il trouve l'opportunité. Il est très attentif à ça pendant tout le combat, très concentré. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, il a d'incroyables takedowns. Alors, c'est assez inégal, c'est vrai. Mais quand il trouve le bon moment, l'exécution est super. Par contre, voilà. Son JJB, cette ceinture noire, moi je veux bien y croire, mais ça se voit seulement sur un maintien au sol. Très bon maintien au sol. Alors, effectivement, on a vu Yelesi qui se relève et tout, machin. Ça a été beaucoup plus difficile pour Cunningham, mais j'ai l'impression que sa seule menace de soumission, ça va être l'arm triangle et quelques frappes. Voilà. Même quand il a la full mount, il va chercher les mêmes choses. Quand il est en demi-garde, il va chercher la même chose. Il y a vraiment, c'est ce que j'avais noté à la fin de ce combat contre Eiji Cunningham, faut vraiment qu'il varie ses menaces au sol. Là, c'est que deux choses. Voilà, l'adversaire se défend, et puis bon, après il gagne forcément au niveau du temps de contrôle et du maintien au sol, mais bon, ces transitions sont pas exceptionnelles non plus, je veux dire, là aussi il faut qu'il travaille dessus. J'aime bien son sol, mais voilà, on sent que pour l'instant c'est pas encore du très haut niveau. Debout, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Voilà, il peut attaquer vers les extérieurs, mais pas forcément tout de suite. Ça, on l'a vu aussi dans ses combats. Il peut rester en ligne, faire du bounce back en ligne, punir, contrer, tout ça très bien. Et puis, va commencer vraiment à travailler sur ses frappes, chercher d'autres angles, d'autres choses au fur et à mesure du combat. Donc vraiment, au fur et à mesure du combat, ça évolue.
Il y a quand même quelques brèches défensives qu'on a pu voir en demi-finale des Road to UFC. Debout, à partir du deuxième round, on sent qu'il peut y avoir des vulnérabilités sur certaines frappes. Donc à retenir qu'il est intelligent, très mobile, et il ne surengage pas. Très bonnes amenées au sol et très bon maintien au sol. Bon, et alors du côté de Long Jiao, donc le chinois, un profil assez typique de bagarreur, un peu provocateur, assez nerveux, assez énervant, qui a un très bon jeu. Alors c'est pas parce qu'il a perdu Road to UFC la finale qu'il a pas fait un bon combat. C'est vrai qu'on voit de bonnes choses au niveau notamment de sa défense de lutte. Même il a envoyé un très bon slam au premier round. Pour son dernier combat, il reste donc provocateur. On voit des choses intéressantes sur le fait qu'il punisse son adversaire quand il n'y a pas la bonne distance ou que l'adversaire ne recule pas, que se jette trop en avant. Le problème, c'est que là, dans cette configuration, ça va pas être le cas. C'est-à-dire que, on le sait, Yu Su-Young ne surengage pas. La distance, Yu Su-Young maîtrise. À savoir s'il va répondre ou pas aux provocations, je ne sais pas. Donc, ce côté provocateur de Long Jiao, c'est quoi? C'est qu'ensuite, il va envoyer des crochets. Les crochets, normalement, Yu Su-Young serait tout à fait capable de les esquiver. Bon, après, il faut pas être connecté parce que ça fait très mal. Et du côté du Long Jiao, il risque de se faire lourdement contrer par Yu Su-Young sur ses leg kicks en général. Ça va être difficile pour lui. Du côté de Yu Su-Young, il faudra quand même se méfier d'un truc tout bête, c'est que dès le début du round, alors c'est pas forcément le premier round, mais dès le début du round, Long Jiao se jette sur son adversaire. Un coup de pied sauté, un coup de genou sauté, n'importe quoi. Il se jette en avant pour envoyer une frappe comme ça. Mais sinon, cette excellente défense de takedown qui va peut-être poser problème sur la lutte offensive de Yu Su-Young. Ceci dit, même si un écart, encore une fois, on le sait, d'allonge, ça ne pose généralement pas de problème à Yu Su-Young. Je vois au final toujours pareil, une victoire par Yu Su-Young par décision. En tout cas, un combat très prometteur sur le papier à ne pas rater. Prochain combat, ce sera Westin Wilson dans la cage qu'on va retrouver. Westin Wilson, c'est assez compliqué, le pauvre, il arrive à l'UFC, il a déjà 34-35 ans. On le met direct en face d'un tueur, Joe Anderson Brito. Brito le finit au premier round. Ensuite, deuxième combat, on le met contre Jean Silva. Un tueur, on le connaît bien, Jean Silva, et voilà, qui le met KO au premier round aussi. Donc très dur les débuts à l'UFC pour Westin Wilson. Heureusement, après, on le met contre Saraji. Alors, Saraji, qui va en direct, allez, vas-y, je te mets la pression, je me jette sur toi. Bon, Westin Wilson, il a de l'expérience, c'est un bon combattant. Qu'est-ce qu'il fait? Il temporise, et puis à un moment, il y a un moment de lutte, il est amené au sol. Attention, Wilson, qui met une petite menace de armbar, juste pour bloquer Saraji dans son élan. Et Saraji qui est là, je vais te taper, lâche mon bras. Et du coup, Winston qui fait, non mais là, si je verrouille, je te pète le bras, donc n'insiste pas et lâche-moi. Et Saraji là, c'est moi, je te tape, lâche mon bras. Et du coup, Westin Wilson qui le soumet, qui fait taper Saraji. Donc on voit pas grand chose forcément sur tous ces combats Westin Wilson à l'UFC, ça fait pas beaucoup de temps d'enregistrement à analyser, mais voilà, c'est un très bon combattant, il est très complet, il fait de bonnes esquives, moi j'aime bien ça, solide sur son sol également. Mais forcément, ces résultats ne lui rendent pas forcément honneur. Et en plus, quand on voit que sa victoire, c'est contre Saraji, on peut se demander où est l'adversité. Mais voilà, après, c'est pas vraiment ça qui me pose problème, c'est que là, il arrive sur ses 37-38 ans. S'il va monter jusqu'à son prime, alors qu'il a déjà beaucoup d'expérience derrière lui, il est passé par beaucoup d'organisations diverses et variées à travers le monde. Après, il va lui rester quoi avant le déclin, combien de temps? Donc, et je suis même pas sûr qu'il atteigne le top 15. C'est ça un peu, ça me pose problème au niveau des enjeux concernant Westin Wilson. En face, ce sera Isa qu'on connaît bien, Isa qui a tenté 2 fois d'entrer à l'UFC par les Road to UFC justement. Donc voilà, le chinois, lui, première tentative, il échoue à la finale, donc il arrive quand même jusqu'en finale, ce qui est pas mal. Et ensuite, deuxième tentative, c'était la saison d'après, qui se finit d'ailleurs par une victoire donc sur Kewin Lee, par un armbar également. Alors là, c'est pas la même situation. Il faut bien voir que jusque-là, Kewin Lee est en train de mener la danse, j'ai envie de dire, fait un très bon combat, et le souci c'est que à un moment, en une fraction de seconde, on voit le Isa qui est très opportuniste et qui place sa soumission. Le hic derrière, c'est qu'il va avoir ce premier combat à l'UFC contre Gabriel Santos, qui, alors non, je vais pas dire qu'il le ridiculise, je vais pas être dur à ce point-là, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite qu'il y a un gap.
il n'est pas au niveau. Et de toute façon, on le voyait déjà dans son combat contre Lee, son combat contre Kewon Lee. Gros souci que j'ai avec lui, c'est il est tellement ouvert au contre. Donc il suffit simplement de remiser et voilà. C'est pas compliqué pour battre. J'exagère pour battre Isa, j'exagère, mais voilà l'idée quoi. Pourtant il est pas dégueu debout. Ce qu'il propose c'est très intéressant, c'est assez varié, c'est rigolo même à voir, mais il y a tellement de brèches défensivement, c'est nul. Tout type de frappe à n'importe quel moment il peut se les prendre. Donc voilà, après en termes de grappling, c'est pas dégueu non plus. Donc en fait, ce qui va se passer ici, alors en plus on l'a vu, il est opportuniste. Hein. Donc ce qui va se passer ici, c'est j'ai peur qu'on soit dans le ventre mou. C'est des bons combattants, je suis pas sûr que le combat va être bon, mais je suis pas sûr que on ait grand chose à attendre de ces deux combattants par la suite en fait. C'est ça mon problème, c'est les enjeux derrière. C'est deux combattants moyens qui peuvent proposer de bonnes choses dans la cage, mais voilà, j'ai pas trop d'attente non plus derrière quoi. Bon, pour la suite, ce sera Michel Pereira contre Kyle Daukaus. Kyle Daukaus qui revient à l'UFC avec cette opportunité de prendre le remplacement de Marco Tulio qui s'est retiré du combat. Ouais, je sais pas trop ce qu'il vaut à l'heure actuelle, Kyle Daukaus. C'est l'occasion pour lui de revenir à l'UFC, on va voir. Ce qui est intéressant dans ce combat, c'est voir ce que ça peut donner pour la suite. C'est tout. Là, en soi, ça va être un bon combat à voir parce que on risque d'y avoir un peu de spectacle. On connaît Michel Pereira qui a eu une très bonne session. En plus, depuis qu'il est monté chez les poids moyens, c'est vraiment tout bon pour lui jusqu'à son plafond de verre. Fluffy, alors, plafond de verre respectable, bien évidemment. Ensuite, malheureusement, il perd cette décision contre Abus Magomedov. Donc voilà, est-ce qu'on va le revoir redescendre du top 15 jusqu'au top 20, combattant au style aérien, cette volonté de vouloir achever son adversaire à terre avec un backflip, c'était un peu flippant. Mais voilà, encore plus spectaculaire, ça m'étonnerait que ça soit l'occasion ici, mais petite chorégraphie avec sa team là dans son entrée avant le combat. La suite c'est particulier puisqu'on a Rongzhu contre Hubbard et ces deux revenants en fait. Les deux ont déjà combattu à l'UFC, sont sortis du roster et ils reviennent maintenant. Enfin ils reviennent maintenant, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont revenus, quelques combats. Hubbard malheureusement, pour moi c'est pas un retour gagnant. J'estime que, c'est vraiment personnel, mais je vois pas trop ce qu'il pourrait proposer là à l'UFC, malheureusement. Du côté de Rongzhu, c'est un peu plus positif. Rongzhu, j'apprécie déjà beaucoup son style de voir dans la cage. Il est très actif en fait. Vraiment, quand il est dans la cage, il envoie. Ce qui était un peu surprenant dans son combat, c'était, je sais qu'au début du combat, c'est Cody Steele, justement. Cody Steele qui venait des Contender Series, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai la flemme de vérifier maintenant. Avec un début où on se demandait mais qu'est-ce qu'ils font, ils se cherchent tous les deux. En plus, c'était l'UFC 312, il y a beaucoup de monde, les gens attendaient vraiment beaucoup de spectacles. Et finalement, après ils en ont eu, parce que les deux se la sont donnés. Rongzhu, son retour s'est fait à travers les retours UFC justement. Son premier combat à l'UFC s'est un peu mal passé contre Chris Padilla. Il y a eu ce Dr Stoppage au deuxième round. C'est au deuxième, ouais, c'est à la fin du deuxième, sur un coude. Je me rappelle plus, je crois que c'est un coup de coude. Du coup, ça passe pour une défaite par KO TKO, mais franchement, quand on voit ce qu'il a montré contre Cody Steele, il y a vraiment un très bon jeu. Ce qui est très particulier avec Rongzhu, c'est qu'il a 25 ans, faut que je vérifie ça, c'est ça, 25 ans, et il combat depuis 2016, ce qui fait que là, il a une expérience de malade. Il a 26-6 en carrière, je sais pas si beaucoup peuvent se vanter d'avoir un tel palmarès à 25 ans. Il est né en Chine. Actuellement, il s'entraînerait en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est du fait qu'il soit coaché par le City Kickboxing, entre autres. En fait, il fait partie d'une autre équipe, le Humbo Fight Club. Un club qui a beaucoup d'avenir, selon moi. Beaucoup de monde très intéressant chez eux. Donc pour moi, Rongzhu, c'est un retour gagnant à l'UFC. Je pense qu'il va battre Hubbard. Et je pense d'ailleurs qu'il va le battre avant la limite. Donc ce sera ma prédiction, Rongzhu avant la limite. En fait, Rongzhu, il est tellement sur le coup, sur le qui-vive, prêt à contrer tout ce qu'il y a en face, très solide en grappling. Vraiment, je vois pas comment Hubbard, de ce qu'il a montré en tout cas là, récemment, il pourrait faire quoi que ce soit. Hubbard, si je regarde vite fait ses derniers combats, ouais, quand je dis ça se passe mal, j'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il perd contre Kurt Olobo à son retour. Il gagne contre Figla, qui ensuite il perd contre Alexander Hernandez. Alors, Alexander Hernandez, c'est pas dégueu. En plus, il perd à la split. Il a marqué le Medeiros, ouais, c'est un peu dur.
Il perd à la split. C'est vrai que c'est des combattants qui sont pas dégueux et il perd seulement à la split. Mais je sais pas, quand je vois Hubbard, moi sur mes notes, il y a trop de choses qui vont pas, quoi. Alors ensuite, on va retrouver Lonir Kavana, invaincu, qui est moitié chinois, moitié britannique. Je me rappelle plus de son histoire. Il avait présenté l'an dernier, c'était pour les Contender Series, et j'ai oublié. Je sais plus si c'est sa mère qui est chinoise, son père. Enfin, je sais plus. Je ne me rappelle plus de l'histoire, donc je peux pas dire. Mais bref, en tout cas, il est plus ou moins officiellement de nationalité chinoise, donc le voilà à domicile. Et c'est vrai que depuis Contender Series, il n'est pas retourné à l'Apex. Ça va être son 3e combat dans les grandes salles, puisqu'il a fait Macao où il a battu Ochoa. Ensuite, il a fait Londres où il a battu Dos Santos. Et là, il revient pour Shanghai. Ce qui permet d'ailleurs, quand il était à Londres, également d'être entre guillemets à domicile, puisqu'il s'entraîne avec la Great Britain Top Team d'ailleurs. Il est beaucoup plus jeune que son adversaire, Charles Johnson, puisqu'il a 26 ans et Charles Johnson en a 34. Donc voilà, donc il est invaincu. Alors c'est vrai que sur ces Contender Series, contre Antoine Ho, à la base un peu sceptique, ça avait l'air très serré sur le papier, et il nous a montré ce KO qui a fait plus ou moins sensation. Moi, je restais quand même un peu dubitatif sur ce qu'il pouvait amener, n'empêche, dans la catégorie à l'UFC, dans le roster, mais il s'avère que les deux côtés avaient raison, parce que oui, il enchaîne les victoires, mais là on est sur des décisions maintenant, on n'est plus non plus sur des KO, ce genre de choses. Charles Johnson, je ne sais pas combien il est actuellement au classement. Charles Johnson qui est sorti du top 15 après avoir été battu par Temirov. Donc on va finir avec sur Kavanagh, parce que Kavanagh, lui, donc il arrive à Macao contre Ochoa, il y avait un risque de soumission, hein. Ochoa était dangereux là-dessus. Il a montré encore de bonnes choses, donc déjà un bon cardio, incroyable hein, ses esquives de front kick. Par contre, là où j'étais un peu plus sceptique, c'était sur ce grappling hein, que je trouvais à revoir. En dirty, il était pas bon, mais ce qui est incroyable, c'est que quand il arrive à Londres contre Dos Santos, il s'est beaucoup amélioré sur la dirty. Là, vraiment, quand c'est du sale, il arrive très bien à s'en sortir. Notamment en 2e round, il s'en sort très bien sur les séries de crochets variés, pam pam pam, même en rupture de contact, donc c'est très bien. Il a montré un excellent clinch, même au niveau du sol où je disais que le grappling était à revoir, même en lutte, tout ça, on sent qu'il fait de bons takedowns. Au sol, il a un sol offensif qui est ok, pas formidable, mais c'est ok, avec un bon grand and pound bien sale. Donc voilà, ce qu'il y a d'intéressant chez Honor Kavanagh, ça reste debout, donc cette maîtrise des distances, cette gestion de l'espace et des déplacements, très très bien là-dessus. Et une bonne lecture sur l'adversaire qui permet de contrer l'adversaire sur ses entrées. On l'a vu dans ses combats, mais surtout, bien évidemment, en Contender Series, où il envoie ce crochet hein, du gauche hein, sur Antoine qui se jetait sur lui. En face, Kusage, ancien champion de la LFA, qui est gaucher, qui switch, n'empêche, qui est une Muay Thai stance, qui mixe très bien, hein, il mixe très bien debout et la lutte. Donc ça, c'est intéressant dans ce match-up. Ce qu'on voit souvent chez lui, alors c'est ses coups sautés, un genou sauté, coup de pied sauté, des stop kicks, une bonne droite, mais voilà, il a tendance à se jeter en avant, avoir un bon swing du gauche. Attention, parce qu'il a des bons takedowns, mais alors quand il y va pour shooter, il peut très vite se faire sprawl parce que c'est un peu téléphoné. Après, bon, au sol, c'est pas folichon, hein, on va pas se mentir. C'est quelqu'un d'assez explosif, enfin explosif dans le sens où il peut blitz, en fait, à n'importe quel moment, il peut partir en blitz, il peut aller à l'assaut de son adversaire, et c'est ça qui va être intéressant ici, parce que je ne sais pas comment Kavanagh peut réagir à ce genre de situation. Il a beaucoup de choses qui vont pas dans le jeu de Charles Johnson debout, ce qui fait que oui, il arrive dans le top 15, il a une bonne situation, je pense, dans le top 20, parce que il montre des bonnes choses, hein. Il y a même un sol descend, un grappling descend, il y a des choses qui vont bien debout, voilà, il y a des choses, il y a des menaces. On l'a vu hein, quand il a battu Joshua Van, donc c'est pas n'importe quoi, et c'est pas n'importe qui. Mais voilà, les frappes désynchronisées, quand l'adversaire lui-même explosif, ça pose un problème. Et c'est quelqu'un c'est assez particulier, il est vulnérable sur les spin kicks adverses. On voit 2-3 de ses adversaires qui en envoient, et il se fait avoir. Attention donc au contre également, et tout ce qui est variété hein, dans les combinaisons. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu, et il a tendance, effectivement, comme il envoie pas mal de kicks, différents kicks, notamment les calf kicks, les middle kicks, parfois des high kicks qui sont un peu malheureux, hasardeux, mais voilà, il se les fait attraper généralement ces kicks, et ça peut être pour un adversaire opportuniste l'occasion de l'amener au sol. Le problème chez Charles Johnson, c'est que je trouve qu'il progresse pas beaucoup en fait. Il y a peu de progrès dans ses combats, de combat en combat. Voilà, après, Charles Johnson, vous le voyez de toute façon sur son Sherdog, il n'a jamais été fini.
Ses défaites, c'est seulement la décision. On le voit, de toute façon, il a une bonne défense de soumission. Debout, ça va, il tient le coup. Loner Kavanagh, donc on aurait pu prétendre à un KO Power après les Contender Series. Finalement, moi, je pense pas que ce soit tant que ça. Je pense peut-être que c'était un coup comme ça qui est bien passé. Il est pas dégueu, hein. Il frappe bien. Mais je doute que Loner Kavanagh arrive à finir Charles Johnson. Je pense qu'on pourrait partir sur un Kavanagh qui gagne à la décision. Mais voilà, comme j'ai dit, l'inconnu pour moi, c'est comment Loner Kavanagh va réagir si Charles Johnson se jette sur lui et envoie tout. C'est l'assaut et il peut faire ça 1 à 2 fois par round. C'est suffisant parce qu'il choisit bien quand même. Il déstabilise pas mal ses adversaires. En plus, avec ses larges crochets, ça peut connecter. Bon, alors ensuite, je vais faire court. On part chez les lightweight avec l'affrontement entre Maïchate et Go Jung. Sur le papier, là, sur l'UFC, le site officiel, il serait en main event des préliminaires. Je comprends pas, parce que moi, j'ai pas vraiment d'intérêt sur ce combat. Maïchate et Go Jung, c'est pas des combattants qui j'ai beaucoup d'estime, on va dire. Go Jung qui avait perdu les Contender Series. Et puis là, je sais pas, il a réussi quand même à avoir un contrat pour prendre Elder. Il perd. Bon, j'ai pas trop l'attente. Il a 25 ans, il est jeune, il pourrait progresser, mais je trouve qu'il y a un peu trop de chemin à parcourir pour vraiment faire partie du roster à l'heure actuelle. En face, Maïchate, alors oui, qui est à l'UFC, qui a quand même quelques actes de bravoure à son actif. Il y a cette victoire, hein, il gagne contre Steve Garcia, ce qui est pas dégueu, c'est sûr que c'est bien à mettre sur son CV. Ils ont le même âge d'ailleurs, tous les deux, c'est vrai. Le fait qu'il puisse s'entraîner un petit peu au Embo Fight Club, dont je disais précédemment là, que j'apprécie. Non, là, c'est tout simplement, en fait, il y en a un qui va perdre, et celui qui va perdre, il va perdre aussi tout intérêt à mes yeux. Et celui qui gagne pourrait peut-être se relancer, ça dépend de sa performance. Alors, si je me trompe pas, en ouverture de carte principale, ce sera Chilake Nuraji contre Kiefer Crosby chez les welter. Un écart d'âge qui saute aux yeux, puisque Nuraji, il a 24 ans et Crosby 35 ans. Écart d'allonge, 76 d'allonge pour Nuraji, 70 pour Crosby. Alors, Nuraji, ce sera son premier combat à l'UFC. Et Crosby, son troisième. Sauf que le palmarès de Crosby, c'est qu'il est à 0-2 pour l'instant. Il se fait finir à chaque fois. Donc, quand je dis se fait finir, il n'a aucune défaite par décision. Hein. Toutes les défaites de Crosby sont avant la limite. À savoir que Nuraji, de son côté, lui, n'a aucune victoire par décision. Les défaites de Crosby, donc Crosby est irlandais et ses défaites à l'UFC, alors c'est un combat par an. Donc Joussé en 2023, Patterson en 2024, là cette année on est en 2025. À savoir que de son côté, Nuraji aussi n'a pas combattu depuis 1 an. Il s'entraîne au célèbre Embo Fight Club, hein, qui est très à l'honneur sur cet événement, je trouve. Il y a une très bonne fanbase locale, Nuraji, comme pas mal de combattants ce soir. Il commence à vraiment y avoir un engouement, j'ai l'impression, en Chine pour le MMA. En tout cas, l'UFC, qui avait misé sur ce marché, commence à récolter les fruits. À titre personnel, au niveau du gabarit, je trouve que Nuraji semble un peu léger pour un welter, mais après c'est peut-être mon appréciation. En tout cas, pour l'instant, ça donne beaucoup de points sur le papier qui seront pour Nuraji. Maintenant, dans le détail sur les combats, les combattants, qu'est-ce qu'ils valent dans la cage? Est-ce que Crosby va sortir de l'UFC après ce combat? Est-ce qu'il va enchaîner sur une défaite, un finish? C'est possible. Nuraji a de bons arguments, même si effectivement il n'a combattu jusque-là que sur la scène locale. Il a un style très Muay Thai, hein. Il travaille bien sur ses genoux, même dans ses combinaisons, en fin de combinaison, isolé, il est sautillant. Il a des bons crochets, des bons coudes également. Il aime pas trop être au sol à l'offensive, c'est du ground and pound, mais c'est tout. La lutte est correcte, il a une bonne défense par contre en lutte, avec de bonnes ruptures si ça vient à se relâcher. Là où on va avoir quelques problèmes debout, ça va être au niveau de sa défense qui est pas top. En plus, il a tendance à faire des mauvaises entrées où il se jette vraiment en avant sans trop se protéger. Sans se protéger, en fait, tout simplement. Crosby, face à ça, qu'est-ce qu'il peut proposer? Il peut répliquer, hein. Il réplique. En général, en plus, il a tendance à être impulsif. C'est-à-dire que si on va à l'agression contre lui, il a tendance à agresser lui aussi en retour. Donc, il va falloir que Nuraji se méfie de ça. En général, il y a une bonne garde, hein. Toute sa défense debout, Crosby, c'est plutôt au niveau de sa garde. Pas vraiment sur les esquives, il est prudent sur les distances, il fait pas le con, il aime bien être à distance de kick, il va gérer un peu quand est-ce qu'il y aura des escarmouches ou pas. Quand il rentre, il est capable de rentrer surtout avec son jab. On l'a vu, hein, contre Patterson, Crosby gère mal son déficit d'allonge.
Donc ça pose problème ici. Le problème de Crosby, c'est qu'il envoie aussi pas mal de calf kick. Il faut savoir que là-dessus, Nurhaci, c'est direct. Mais vraiment, il n'y a aucune hésitation de sa part. Et c'est réflexe. Il envoie son bras arrière en frappe directe quand l'adversaire envoie un leg kick. Crosby, pour le reste, mauvais en clinch, mauvais au sol. Et en défense de soumission, il est mauvais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nurhaci, qu'est-ce qu'il a globalement dans son style? Il a un bon slip and counter, beaucoup de volume, des crochets, connecte bien. Comme je l'ai dit, il peut envoyer ses coups de manière assez surprenante. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai que là, du coup, sur le papier, il y a quand même un... Comment dire ça? Techniquement, on partirait du côté de Nurhaci, une victoire par avant la limite, d'ailleurs. Ça pourrait être sur le fait qu'il connecte. Crosby se retrouve knockdown, Nurhaci l'enchaîne au sol et une soumission, c'est peut-être possible, pas sûr, mais je pense que Nurhaci gagne avant la limite. Ceci dit, Nurhaci n'a pas eu affaire à l'adversité qu'a rencontré Crosby, donc ça peut jouer aussi, mais pour la prédiction, je reste quand même sur Nurhaci avant la limite. Après ça, allez savoir pourquoi on retrouve Kevin Borjas contre Sumida Erji, des combattants moyens. Alors on est chez les flyweight, je suis pas sûr que ce combat soit spectaculaire. Sumida Erji trop peu actif dans la cage. Il va pas chercher l'agression, il n'envoie pas grand chose, très peu de volume. Du coup, ces combats, c'est un peu particulier. Certes, des fois, il a un côté un peu contreur, où il va faire un side step pour ensuite envoyer des crochets, mais il a un bon check hook, mais je sais pas, des fois, il y a des déchets dans ses combats, c'est particulier, son parcours, c'est difficile à dire. Je trouve moyen, en fait, j'étais très dur avec lui. Après, je trouve qu'il a fait un très bon combat contre Charles Johnson, qu'il aurait pu gagner. C'est vrai que pour moi, c'était assez disputé, ça aurait pu finir en split. Mais après ça, il nous fait un combat contre Raposo, où c'est l'inverse, en fait. Je trouve qu'il perd les 2 premiers rounds, mais les juges lui donnent quand même une décision unanime. Ce qu'il score sur ce combat, et d'ailleurs en règle générale, ça va être avec ses leg kicks. Il peut envoyer des gros leg kicks comme on l'a vu contre Charles Johnson. Je trouve un peu moins violent contre Raposo. Il envoie de très bons coudes, travaille bien sur les extérieurs. Et ça, les extérieurs, on le voit aussi du côté de Kevin Borjas. C'est très intéressant. Très bon déplacement de Kevin Borjas. Ça peut être lui au bout d'un moment, parce qu'il il va rebondir un peu de gauche à droite, et quand il sera un rebond sur sa gauche, il va s'arrêter pour envoyer une 2 en ligne. Très précis sur ses frappes. J'avais des doutes sur le fait que Kevin Borjas ait des points en mousse, mais c'est vrai que dans son combat contre Rodriguez, on l'a vu mettre knockdown Rodriguez quand même à 2-3 reprises. Pas forcément une grande performance de la part de Kevin Borjas, parce que Rodriguez en face, il était vraiment aucun mouvement de tête. Une cible facile. Ceci dit, Kevin Borjas est quand même au-dessus, debout, en termes de niveau, dans ce match-up. Donc comme je dis, il travaille très bien sur ses 1-2 en ligne, il y a de très bons crochets aussi, très bons dans les escarmouches. Cet adversaire se jette sur lui, tout de suite le coup de genou, mais ici, peu de chances que Sumida Erji se jette sur Borjas, c'est pas du tout son genre. Sumida Erji va avoir un avantage d'allonge dans ce match-up, mais Borjas va avoir l'avantage du cardio au 3e round. Est-ce que le fait que Sumida Erji soit gaucher va perturber Borjas? Je ne pense pas. Je m'attends pas du tout à avoir des phases de lutte et de sol dans ce match-up. Je vois une victoire de Borjas, sûrement par KO, sinon par décision. Après, la décision peut aller du côté de Sumida Erji si on comptabilise encore une fois ses leg kicks comme des phrases significatives et que ça importe aux yeux des juges. Ça peut être un combat assez ennuyeux si tous les deux se mettent dans une démarche de contreur, attendre que l'autre engage l'échange, même si Borjas, avec ses mouvements, ses déplacements, va chercher les angles, les trouver. Kevin Borjas va, à mon avis, tester justement les contres Sumida Erji, tester, voir comment il réagit, et après avoir des frappes un peu asynchrones, que ce soit sur ses 1-2 et sur ses crochets, puis ensuite il ressort, il le fait très bien. Et on y va, on part chez les poids lourds, avec Sergei Pavlovich qui nous revient contre Waldo Cortés Acosta. Waldo Cortés Acosta que je trouvais un peu sous-coté à une époque après sa défaite contre Rogerio de Lima. Et ensuite on fait un très bon enchaînement de victoires, mais on peut mettre en doute l'adversité qu'il y avait en face. Ceci dit, moi quand je regarde les combats, quand je les ai vus à chaque fois, je me disais il y a un style chez lui, il y a quelque chose en plus. Mais malheureusement, effectivement, ses adversaires, ils n'étaient pas non plus au niveau. Lucas Brzeski, Arlovski qui était déjà out, était loin. C'était plus Arlovski qu'on a connu. Ensuite, Robelis d'Espagne, bien sûr, Tifrocek là. Et le Ryan Spann. Ryan Spann, c'était pas dégueu comme combat. Vraiment, là, il y a de quoi dire. Gros potentiel chez Cortés Acosta après ce combat. Ne pas s'endormir dessus. À la fin du combat, il a fait un call-out. C'était Lewis Tuivasa, je sais plus qui c'est qui avait un call-out. Et là, on lui donne Sergei Spivak. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où je me dis,
Spivak lui a posé quand même beaucoup de problèmes. De doigts de donner la victoire à Spivak d'ailleurs. Donc, en plus, bon, c'était il y a pas longtemps, c'était quoi, il y a moins de 3 mois. Donc, ouais, du coup, est-ce que c'est pas un peu trop haut là pour Cortés Acosta, pardon. Le top 10, ça semble un peu difficile. Et là, il va directement affronter Sergei Pavlovich. Alors, Sergei Pavlovich, un peu plus compliqué. Une des plus grosses menaces de la KT il y a encore 2 ans. Personne ne voulait l'affronter. Il n'y a que Aspinall qui s'est proposé. Il s'est dit, bah, bon, moi, de toute façon, je prends tout le monde. Et il a bien fait. Il achève le Pavlovich. Du coup, ça casse complètement la hype. Une grosse hype autour de Pavlovich. Là, il n'y a plus du tout après ça. Enfin, plus du tout. Après, on voit que Aspinall, c'est quand même un tueur. Donc, du très haut niveau. Bah, actuellement champion. Mais voilà, Pavlovich, qu'est-ce qu'il a proposé derrière? On a vu quand même des limites là. Et on lui donne du coup son compatriote avec qui il s'entraînait, Volkov. Et c'est ça qui est le plus problématique, le plus révélateur, c'est que Volkov connaît très bien les failles de Pavlovich et du coup il a très bien géré ce combat. C'est très bien qu'il faut tout le temps se déplacer, ne pas rester en face. Vraiment, c'était du très beau travail de la part de Volkov. C'est un combat très intéressant à regarder. Complètement annihilé Pavlovich. Du coup, il a fallu que Pavlovich, 2 défaites consécutives, il se refasse. Lui qui était vraiment... je me demande s'il n'était pas 2e ou 3e au classement il y a encore 2 ans. Là, c'est beaucoup plus dur pour lui. Il se refait sur le dos de Rosenstruck, Rosenstruck qui va sortir du roster après. Donc là, c'est Waldo Cortés Acosta en pleine ascension, mais ascension un peu, voilà, une ascension qui commence à être un peu difficultueuse. À voir ce que ça va envoyer derrière pour Pavlovich, parce que bon, alors je pense que Pavlovich va remporter ce combat, sûrement par KO d'ailleurs. Je doute pas du fait que Cortés Acosta soit capable d'appliquer le blueprint montré par Volkov. C'est possible, mais il n'aura pas, à mon avis, c'est pas du tout le même niveau, Cortés Acosta et Volkov. Et là, Pavlovich va pouvoir le gérer en 3 rounds. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup d'occasions d'envoyer Cortés Acosta au tapis. Pas de danger au niveau de la lutte ni quoi que ce soit. Beaucoup plus allonge du côté de Pavlovich. Pavlovich qui va sûrement devoir travailler un peu d'autres approches, mais ce côté croque-mitaine qui avance à la Jason Voorhees sur son adversaire pour le matraquer, pour le défoncer, ça va pas forcément marcher contre Cortés Acosta, ça a plus vraiment marché je pense de toute façon. Mais là ça va suffire pour battre Cortés Acosta. Ce qu'il y a c'est derrière, une fois qu'on a battu Rosenstruck et Cortés Acosta, c'est pas non plus super folichon à mettre au palmarès, mais c'est vrai que dans la catégorie de toute façon, c'est le cas pour tous les combattants qui sont dans le top 5. Quand ils font le top 10, on se dit ouais bon c'est pas ouf, mais voilà, ça va le maintenir dans le top 5, le remettre dans une course dans les rails pour je ne sais quoi, parce que là il y a quand même du monde là-haut, ça y est, ça bouge enfin. Il y a Volkov qui est toujours dans le coin, donc qu'est-ce qui pourrait se passer après pour lui? Il faut vraiment qu'il mette un KO en fait, je pense que c'est ça, il faut qu'il revienne sur ses KO premier round pour vraiment impressionner et nous rappeler au bon souvenir de cette époque il y a 2 ans. Les chemins de victoire du côté de Cortés Acosta, c'est assez limité. Je vois vraiment, j'ai du mal à le voir remporter ce combat. Je vous avoue déjà que c'est difficile contre Spivak. Mais il a eu quand même, Spivak, il a quand même eu sa victoire. Maintenant, admettons qu'il emporte, ce serait à la décision, je vois pas du tout finir Pavlovich. Il remporterait une décision sur Pavlovich, il serait vraiment là, alors là c'est la pleine lancée, pleine balle, long win strike, mais je vois pas du tout Cortés Acosta avoir un niveau top 5. Je suis honnête, je vois pas battre qui que ce soit dans le top 5. Ensuite, encore un bon combat, le co-main. De toute façon, comme le combat d'avant, ça va être un très bon combat, ça va être même, j'ai envie de dire, combat vraiment drôle, je pense. Il y a un truc assez marrant à attendre de ces combats. Le main event également. Ça va être 3 combats qui vont être assez rigolos. Donc là, on part sur Ortega contre Sterling. Sterling qui doit confirmer que bon, il a le niveau top 5 dans cette catégorie des featherweight. C'est quand même assez difficile. Alors là, il vient d'une défaite contre Evloev. Ortega, lui, revient d'une défaite. Ça y est, ma mémoire qui flanche contre Diego Lopez. Diego Lopez, c'est ça, si je dis pas de bêtises. On va dire la même adversité. Sterling, ici, il va chercher le top 5 de cette catégorie en la personne de Brian Ortega. Brian Ortega, qui, je pense, n'a pas vraiment ce niveau, top 5. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son jeu. Malgré cette victoire sur Yair Rodriguez. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte face à Aljamain Sterling. Et ensuite, ce sera le main event, Johnny Walker contre Zhang Mingyang. Alors oui, on pourrait se poser la question, et ce serait légitime, mais comment ça se fait que Ortega contre Sterling, ce soit pas main event, sachant qu'ils sont beaucoup plus connus? Oui, c'est légitime, mais en fait, ce qui est bien de la part de l'UFC là, dans cette situation, c'est d'avoir mis Zhang Mingyang en main event. Pourquoi? Parce qu'on attend de lui un KO, un TKO sur Johnny Walker, bien sûr. Alors, premier round,
c'est un peu ce qui est attendu, on va dire. Et ce qui permettrait, c'est justement pour rebondir sur la suite, c'est-à-dire que déjà c'est une célébrité en Chine, ça a été déjà le cas, ça fait déjà plus d'1 an, voilà, qu'il est très connu là-bas. Enfin, lui donner vraiment ce highlight en main event, tout le monde aura les yeux rivés sur ce premier round, et voilà, il écrase Johnny Walker, et on se dit, ah ouais, waouh, quel athlète, il représente une menace pour le top 15, pour le top 10, pour le top 5. Alors bien sûr, voilà, j'exagère, mais voilà l'idée. Il part d'ailleurs grand favori sur ce combat. Effectivement, si ce n'est pas encore, voilà, un nom du niveau du co-main, c'est pour qu'il puisse le devenir. Je pense que l'UFC fait cette démarche-là, ce choix qui est assez couillu, mais ils le font, et j'ai envie de dire, c'est tout à leur honneur, là, dans cette circonstance. Le co-main, j'espère, nous offrira vraiment une compétition de grappling de haute volée. Ici, ça va être tout autre chose. Alors, c'est très dangereux, Zhang Mingyang, parce qu'on peut pas aller non plus à la lutte contre lui et chercher à amener au sol. Je pense pas que Johnny Walker le fasse, mais bon, j'espère en tout cas qu'il ne le fera pas, parce que Zhang Mingyang va être radical là-dessus. C'est simple, en grappling, il est assez dominant, on va dire, et c'est généralement par là qu'il va finir ses adversaires, avec du gros ground and pound qui fait très très mal. Debout, il n'est pas en reste de très bons mouvements, mais là-dessus, Johnny Walker aussi, il sait mettre la pression, il cogne dur, c'est pas forcément, voilà, Johnny Walker ne frappe pas aussi bien que Zhang Mingyang. Ça va être difficile pour Johnny Walker ici de s'en sortir. Rien n'empêche qu'il arrive à trouver un crochet du droit qui puisse perturber Zhang Mingyang, parce que Zhang Mingyang n'est pas non plus exempt de défauts. Debout, voilà, il est faillible, mais ses adversaires jusque-là n'ont pas eu le loisir de vraiment exploiter ses failles. Il est imposant, il met une bonne pression sur son adversaire, une grosse pression. Il sait que de toute façon, peu importe s'il prend quelques frappes en avançant vers son adversaire, il y a quelque chose qui fait que de toute façon dans ses déplacements, dans ses mouvements, de toute façon, il s'en sort. Il arrive à plaquer de toute façon son adversaire contre la cage. S'il n'arrive pas à le mettre knockdown debout, il va le plaquer contre la cage, et là, la phase de lutte, l'amener au sol. Et une fois que l'amener au sol est faite, c'est un finish par grand pound au sol, comme je l'ai dit. Le seul conseil que je pourrais donner à Johnny Walker ici, ça va être de fuir. Fuis mon gars, faut que tu fuis. Tu fuis, cherche pas à faire le mariole comme tu as l'habitude de faire. Là, il faut laisser passer le premier et deuxième round. Il faut essayer de lui enlever ça à Zhang Mingyang, et ensuite essayer de voir comment il va se débrouiller sur le troisième, quatrième, cinquième round. Mais j'ai pas à me faire de faux espoirs, je pense que de toute façon, c'est pas trop possible d'échapper à Zhang Mingyang pour l'instant. Il n'y a pas encore de blueprint à lui opposer qui ont été vraiment révélés à ce niveau-là de compétition. Johnny Walker pourrait sortir quelque chose justement s'il se prépare bien. Mais est-ce que Johnny Walker se prépare bien pour ses combats ? Ma prédiction, comme vous l'avez entendu, Zhang Mingyang qui gagne par TKO, Ground and Pound, premier voire début du deuxième round.